Bonjour et bienvenue pour une nouvelle tier list de cette chaîne sur une série que vous avez choisie parmi trois, ça me surprend pas. Je voulais voir si vraiment vous étiez sadique jusqu'au bout, et vous êtes sadique jusqu'au bout, hein, vous savez comment me prendre à ce niveau-là. Bon, si j'ai bien entendu proposé Descendants, c'est pas pour rien, c'est parce que je sentais qu'il y avait sans doute moyen d'en tirer quelque chose et dans un sens, c'est pas plus mal que je me débarrasse totalement de ça. Honnêtement, j'ai même pas envie de m'acharner plus là-dessus. À un moment donné, je me souviens avoir dit que peut-être que je pourrais m'attaquer aux livres qui, du peu qu'on en a rapporté, ont l'air d'être super mal écrits. Enfin, peut-être que dans le style ça passe, mais dans ce que ça raconte, ça a l'air d'être assez naze de ce qu'on m'en a rapporté. Donc, mais non, au bout du compte, j'ai pas envie de m'acharner sur cette franchise. Je dis ce que j'avais à dire sur la trilogie originale et si peut-être, en termes d'à côté, je pourrais vaguement, un de ces quatre, parler de la série animée très vite, mais je vous attendez pas à plus, quoi. En tous les cas, donc, ouais, Descendants, une trilogie qui avait quelque chose d'un tout petit peu respectable à ses débuts, dans les deux premiers volets, hein, même si je trouvais que c'était un peu trop médiocre dans la mise en place, dans l'exécution, mais qui pouvait un tout petit peu avoir quelque chose de respectable malgré tout. Et le troisième film a gâché ça, malheureusement. Voilà, j'en ai dit assez, on va pas perdre trop de temps, puisqu'on va faire quelque chose, je pense, d'assez court. Voilà. Le topo, nous avons des rangs SAF et nous avons une trentaine de persos. Max à peine, ce qui fait que ça va être assez rapide, hein. Je pense que je vais pas non plus passer autant de temps sur cette vidéo que sur d'autres. Nous avons donc une tier list qui a déjà été faite, il y a quasiment tout le monde d'important, deux seuls persos un tout petit peu importants dont j'aurais peut-être pu parler qui sont pas là-dedans, c'est Tremen. Elle a un rôle un tout petit peu poussé dans le film 3 et la grand-mère d'Audrey qui a un rôle appuyé dans les films 1 et 3, ce qui est pas si mal quand on compare à d'autres, hein, voilà. Hein, j'aurais pu avoir un petit truc à dire sur ces deux personnages-là, et encore, pas non plus... Ouh. Rien de sensationnel, hein, c'est sans le dire, il y a ça. Voilà. Donc, il y a pas mal de personnages. Ce coup-ci, ça a été assez rapide de faire le tri, puisque tout d'abord, donc, nos persos Disney qui sont repris des films soi-disant. Et juste après, la génération suivante. Hein, donc, nos fils et filles de personnages célèbres. Hein, donc, par ordre d'importance, par thème. Hein, je les ai un peu regroupés pour terminer sur nos 5 héros principaux. Nos personnages proéminents d'un film à l'autre qui sont vraiment présents tout du long. Voilà le topo. Donc c'est assez rapide à faire. Hein. Ce coup-ci, hein, je me suis pas fait chier. Hein. C'est clairement pas une série enfin une saga qui me fait ultra plaisir, mais au moins c'est très rapide. Hein. Je vous remercie pour ça. Hein. Je veux clairement moins me prendre le chou avec ça. Donc ouais, comme d'habitude, je mets ça de rang S à F. Vous attendez pas à ce qu'il y ait un seul rang S, hein, parce que je le répète, c'est pour les caractères, les personnages exceptionnels et un personnage exceptionnel là-dedans. Oui, croyez-y, croyez-y. Et il y aura peut-être 2-3 rangs A maximum. Pas tant que ça, il n'y a pas des personnages que je trouve géniaux, hein, et pas des masses de personnages que je trouve extra dedans, hein, vraiment. Il y aura du moyen, du pas très bon, ça se compensera pas mal, je pense. Hein. Le pire de cette saga, c'est pas tellement les personnages qui sont pas géniaux en soi, mais ils sont pas non plus horribles, c'est surtout l'écriture. Qui n'aide pas les personnages, mais ça aide surtout pas le scénario et où ça veut aller. C'est clair et net, hein. L'écriture et la mise en scène n'aident clairement pas. La mise en scène n'aide pas. Ça veut pas dire que dans le concept, il n'y a aucun personnage intéressant dans le lot. Il y en a quelques-uns qui valent le coup, hein, qui ont même leur moment suffisamment sympathique pour valoir quelque chose. Et on s'y jette tout de suite en avant donc pour la tier list des personnages de Descendants.
Hein, on a du lourd, hein, c'est incroyable. Donc pour commencer, je les mets ensemble parce qu'ils se valent pour moi. Nous avons La Bête et Belle. Ils passent. Ils ont leurs petits moments sympathiques par rapport à leur relation avec leur fils et avec Mal. Mais c'est très souvent juste les dirigeants qui sont là pour être là. Sachant qu'ils sont dirigeants, mais pas tant que ça, vu que dès le début, dès le premier film, on dit ah, on passe la main. Notre fille, il a 18 ans, nous c'est bon, hein, on l'a suffisamment bossé, ça va les conneries. Le principe m'a toujours paru stupide, mais bon, hein, donc, ils soutiennent un peu, ils sont gentillets. Ils ont rien d'affreux ou quoi que ce soit, mais ils arrivent jamais véritablement à briller, ce qui fait que j'en garde pas un souvenir énorme. Cela dit, des personnages repris, vraiment des personnages un peu iconiques repris, ça fait partie de ceux les moins qui se font le moins chier dessus. Nous avons ensuite donc Marraine la bonne fée, je la mets en CL aussi. Elle a des moments où elle vaut D, des moments où elle vaut B. Si je la mets en C, limite. Hein, voilà, elle a ces moments, bibidi babidou, qu'est-ce qui fait passer? Oh, ferme ta gueule. Mais elle a aussi des moments où c'est quelqu'un qui est très à cheval sur ses principes, qui essaye de gérer un petit peu son statut de personnage qui doit guider les autres. Hein, ça va pas loin, et dans la mise en scène c'est très con, ne serait-ce que dans le premier film où elle enseigne des conneries qu'un gamin de 5 ans comprendrait en ayant la moindre réflexion poussée. Donc ouais, ça aide pas, mais dans l'idée, dans la façon dont elle est mise en place, je peux pas la détester non plus. Et s'il casse pas des briques. Nous avons donc notre première liste de méchants, et tout de suite ça va aller en E. Ah, les trois vont en E. Hein. Limite, la méchante reine, c'est celle qui passe le plus. Mais alors, Cruella et Jafar, c'est un foutage de gueule abyssal. Totalement abyssal, qui n'a plus rien à voir avec les personnages. Autant la méchante reine, il y a un début de quelque chose dans sa considération personnelle. Et la façon dont elle a eu une emprise sur Evie, un tout petit peu. Un tout petit peu. Il y a un début de quelque chose, mais la majorité du temps, c'est vraiment une espèce de guignol ridicule qui n'a presque plus rien pour elle, mais au moins elle a quelque chose. Par contre, Cruella et Jafar, ils sont tellement plats et ridicules que je pourrais presque les mettre en F, mais c'est juste qu'ils ont tellement peu d'importance, on les met juste à côté, ce qui fait qu'ils ne méritent pas d'être considérés comme des personnages d'importance à pouvoir entrer dans la catégorie pire existant, quoi. Mais ils sont ultra insultants. Hein, de base, c'est vraiment la platitude même, du gag pas drôle, etc. Pas le pire qui soit, mais les platitudes du gag à fond. Bonus insulte pour ce que représentaient les personnages avant. Hein, totalement. Bon, il y en a une qui se démarque un peu plus. J'hésite à la mettre entre D et C. Parce que, ouais, là, quand même, ces moments débiles et ridicules, quoi. Ça vient du fait aussi que j'aime bien le caractère de Maléfique dans le film La Belle au Bois dormant, évidemment. Pas au point que ce soit un de mes persos préférés de tous les temps, un de mes méchants Disney préférés de tous les temps. Ce qui fait que l'insulte au personnage la ressent moins que pour Cruella et Jafar, déjà. Mais il y a aussi le fait que c'est le seul personnage qui arrive par moment à faire passer le ton à moitié voulu de ces films, c'est-à-dire la parodie. Déjà, c'est le seul personnage à être un tout petit peu compétent dans l'eau, parce que là, il se laisse pousser les gras et quoi, la méchante reine, elle donne un miroir à un moment donné, mais sinon, s'ils restent dans leur coin à être des blaireaux, ceux-là, elle est proactive, elle essaye. Quoi. Contrairement aux autres qui se laissent pousser le gras, elle essaye, quoi. Elle représente une menace, même si elle le joue de façon parodique. Et ouais, quand elle essaye de faire ce personnage railleur un petit peu drôle, sans aller dans le ridicule à la Disney Channel, dans lequel elle tombe malheureusement de temps en temps, hein, le coup de la sucette, je suis désolé, mais... Première impression, hein. Ah oui, je mets la sucette sous les selles, vas-y, rends-la à cet enfant.
Ah, tu vois, je suis plus méchante que toi. Ce genre de délire, c'est débile. Je suis désolé, c'est débile. Ça n'aide vraiment pas. Quand on tombe pas dans ces débilités à la Disney Channel pour gamins, elle peut être drôle et un tout petit peu acceptable en tant que menace. Donc, j'hésite. D+, c'est moins. Je vais la mettre en C-. Limite, quoi. Hein. Mais voilà, ça arrive à passer. Hades, c'est un peu le même principe que sa femme. En fait, son apparition, c'est une insulte au personnage. Je trouve vraiment que pour ce que représentait Hades, c'est n'importe quoi. Son style, son look, tout comme Maléfique au passage, c'est ridicule. Cette espèce de style punk à la con, des fois je fais des flammes, des fois non, c'est débile. C'est pas du tout comme ça qu'était Hades. Et une fois de plus, on essaye totalement de reprendre la continuité des films, et alors là, c'est encore pire. Ouais, parce que bon, si c'était un truc totalement original, vraiment rien à voir avec les films tels qu'on les connaît. Ça essaye vraiment de faire quelque chose à part, où on essaye un tout petit peu de tabler sur la connaissance des contes, voir, allez, il y a quelques petits points communs avec les films Disney, mais on essaye à fond de dire que c'est la même continuité que les films animés qu'on connaît, quoi. Et quand on parle là-dessus, qu'on dit, ouais, c'est ça Hades, allez vous faire mettre. Allez vous faire mettre. Cela étant, si on essaye de se détacher de ça, un peu comme pour Maléfique, je n'irais pas dire qu'il est affligeant. C'est moins là aussi. Il a sa personnalité rocker qui correspond pas du tout au Hades qu'on connaît, mais qui peut être un peu marrant, hein, genre lorsqu'il tire la langue après avoir chanté ce genre de conneries. Il a son caractère de père surprotecteur qui essaye un petit peu de se donner un caractère. Ça passe. Si on note toute attache au film animé, ça passe. Et ouais, ça aurait peut-être été plus fort si on avait un tout petit peu appuyé la relation entre ceux deux-là, mais non. Hein, voilà. Donc là, les deux en C-, limite quoi. Hein. Je pense que dans d'autres circonstances, ça aurait pu mieux passer, mais voilà. Et puis après, nous avons Facilier, qui est un personnage incroyable, puisqu'il a une apparition de 3 minutes. 4 minutes, hein, si on va chercher vraiment jusqu'au bout dans le troisième film, donc wouh, extraordinaire. Et pour ce qu'il apparaît, c'est peut-être le plus respecté du lot. Mais voilà, pour ce qu'il apparaît, hein, je ne vais pas non plus aller crier au génie pour une apparition de 3-4 minutes. C'est le seul personnage dont j'arriverai à comprendre la logique de situation le peu qu'on le montre. C'est-à-dire que là, il essaye de profiter de sa situation là où il se trouve, sur l'île des méchants, en ayant pu se forger une attache envers la fille qu'il se serait faite. Voilà, on essaye de respecter un petit peu sa personnalité qu'il avait dans le film animé, et le fait qu'il puisse nouer une attache avec quelqu'un, je trouve pas ça aussi haut perché que pour d'autres. Voilà. J'irais clairement pas qualifier ça d'aussi haut perché que pour d'autres. Donc, voilà, le peu qu'on le voit, ça passe. Il a suffisamment le style, je trouve qu'en termes de design, c'est celui qui respecte le plus le personnage. Mais bon, voilà, une apparition de 4 minutes, on va pas non plus en faire des caisses. Hein. J'ai déjà passé un peu trop de temps dessus. Nous commençons donc nos descendants. Hein, voilà, nous commençons avec nos premiers descendants, avec déjà Jen, que j'ai jamais particulièrement apprécié. Son rôle dans le premier film, c'est la petite fille un petit peu à part, la petite geek qui veut se montrer belle. Oh, et après, elle a une relation sentimentale avec blablabla Carlos que j'ai jamais trouvé particulièrement prenante. Ça passe, c'est acceptable, mais voilà, et du début à la fin, elle me laisse aucune marque. Et si c'était que les films 2 et 3, je dirais, allez, c'est du moyen, ça va, mais dans le premier film, elle est assez irritante, hein, je vous cache pas. Donc, ouais, je la mets en D. Le justesse, mais je la mets en D. Doug, sympa. J'hésite entre C et B. Et le premier qui pourrait être en B. On va dire B-, parce que il est présent, il essaye d'aider, il essaye de soutenir un petit peu les autres. Et le fait que ce soit
le fils d'un nain, d'un des 7 nains, ce qui est toujours bizarre pour moi. On aurait vraiment pu jouer dessus, vraiment. Le fait qu'il noue une relation avec Evie et qu'on joue à peine sur le fait que ce soit le fils d'un des 7 nains qui était contre sa mère. Ce genre de truc, ça fait tellement naze de pas rebondir là-dessus, quoi. Vous exploitez même pas le peu de trucs intéressants que vous mettez en place, quoi. Merde. Enfin bon, le fait que ce soit le fils d'un des 7 nains a quand même quelque chose d'intéressant dans le sens où il essaye, où il montre une certaine humilité en plus par rapport à d'autres. Et le fait que ce soit un intello sans qu'on aille jusqu'à traiter ça de la façon la plus ridicule qui soit et qu'on essaye de montrer une relation avec Evie, ce qui est sans doute la relation amoureuse la plus intéressante de toute cette saga, je trouve que ça vaut quelque chose. Après bon, il est jamais extraordinaire non plus et en tant que personnage de soutien ça va bien mais c'est pas non plus comme si c'était sensationnel. Lonnie, je vais la mettre en D elle aussi. Sérieusement, on la voit dans les 2 premiers films. La première fois, c'est pour dire oh, ça m'embête d'être à part, je veux la coupe de cheveux qui me rendra belle au budget de tout le monde. Et le second film, c'est pour dire oh, pourquoi vous m'acceptez pas dans votre équipe de sport? C'est pour ça que ma mère s'est battue, hein, pour ce genre de clichés. Et il faut accepter les filles. En gros, elle suit les enseignements de sa mère Mulan quand ça l'arrange. Voilà, hein, la première fois, elle en a rien à foutre. Par contre, la seconde fois, hey, je veux participer à l'équipe de sport, donc ma mère, quoi, Mulan, merde. J'en ai rien à foutre de ce personnage. Je trouve qu'il apporte absolument que dalle à l'histoire. Et oui, j'en ai rien à foutre, j'emmerde quoi. Après, c'est pas le pire qui soit, mais vraiment rien à foutre. Après, nous avons Miss Géniard, qui sert absolument à que dalle, elle non plus. Je sais pas pourquoi vous l'avez instaurée, à part pour foutre rapidement Facilier, histoire de, mais elle sert absolument à rien. Voilà, c'est la fille de Facilier, elle a une relation avec son père. C'est le seul truc un petit peu joli autour d'elle, sinon c'est la fille qui s'incruste dans le 3e film. On lui donne une excuse pourrie pour la forcer dans l'exploration de l'île des méchants quand il y a besoin d'y retourner. Et à la fin, lorsqu'elle se plaint que Mal lui fait pas confiance jusqu'au bout, tiens, elle se dit je vais gâcher tous les espoirs de tout le monde en balançant ce qui pourrait sauver tout le monde. Voilà, c'est une géniarde. Et j'en ai rien à foutre. Voilà, j'en ai absolument rien à foutre d'elle. Je trouve qu'elle alourdit totalement le récit par rapport à sa présence. Nous avons ensuite Java, elle, que j'apprécie un petit peu plus. Après, c'est pas comme si on l'appuyait énormément. Elle est un peu mignonne dans le 2e film. Dans le 3e film, elle est là. Elle est là, c'est cool qu'on rebondisse un peu sur elle, mais elle est là, quoi, sans plus. Et dans le second film, elle a quelques interactions un peu mignonnes. Elle voit un C+, je dirais. Allez, si je devais faire le lien, je le mettrais juste après le couple royal. Voilà, le fait de montrer un petit peu ce qu'amène cette situation aux nouvelles générations et comment on doit être là pour les aider, je trouve qu'elle aide pas mal à illustrer ça par rapport à Evie et un peu Mal, donc c'est assez cool. Mais il faut prendre en compte son caractère, et son caractère c'est la petite fille mignonne qui veut s'intéresser à tout, et il n'y a rien qui en transparaît en termes de personnage. En termes de thème qu'elle aide à appuyer, elle est cool, en termes du reste, assez oubliable. Non, c'est déjà mieux que l'autre, quoi. Et ensuite, nous avons ces deux-là, je sais même pas pourquoi vous les avez mis. Je sais même plus comment ils s'appellent. Larve et Vermisseau, une connerie comme ça. Les enfants de mouches. Ils existent. Osef, hein, s'il y avait une case Osef, je les mettrais dedans, mais il n'y a que ceux-là que je mettrais dans la case Osef. Donc voilà, ils existent. Ils apportent rien, on joue à peine sur eux, donc ils existent. C'est bien de montrer qu'il y a une nouvelle génération qui commence à être accueillie au début du 3e film, étant donné qu'on jouera à peine là-dessus et qu'on dira allez merde, on n'accueille plus petit groupe par petit groupe, mais tout le monde allez merde. Ça n'a pas particulièrement de poids, donc ils existent. Nous avons donc la fine équipe, en commençant par Gilles, le fils de Gaston. Sincèrement, on appuie un petit peu trop son côté ah gaga, je suis un peu bébête. Et il joue pas un rôle particulièrement notable hein, dans le 2e comme dans le 3e film. Il sert à appuyer que oui ben Uma
à ses sbires. Il n'a pas un caractère vraiment marquant, il joue pas un rôle particulièrement prenant. Il y a peut-être un début de quelque chose qui aurait pu être cool entre lui et Jem, et étant donné qu'on en fait à peine quelque chose, ça mène à rien. Je m'en fiche un peu du personnage, et les bêtas de service, si on n'en fait rien, bah, ça vaut pas grand-chose pour moi, désolé. Nous avons donc Harry Crochet, dont j'aime bien la personnalité, qui appuie largement davantage Uma et que je vais mettre en B, je pense, ouais. Honnêtement, c'est plus pour son caractère et son style que j'apprécie un petit peu Harry, un peu plus que la moyenne, parce que, voilà, il se démarque un petit peu et on n'en fait pas un stéréotype gavant, comme Jill par exemple, quoi, ou Lonnie dans un certain sens, hein. Je trouve que c'est un peu un stéréotype gavant dans son genre. Donc j'avoue que ça passe bien. Après, son apport, disons qu'il y a besoin qu'Uma ait des sbires et des gens derrière elle, quoi. Et voilà, il joue ce rôle-là, hein, bien mieux que Jill à mon avis, et de ce fait, ça apporte quelque chose qui soit là. Mais bon, c'est pas comme s'il avait un développement particulièrement fort ou quoi que ce soit. Des gens disent qu'il pourrait être gay, et j'y crois pas trop, vu qu'on le voit au début essayer de draguer Uma, à la fin il drague Audrey. Je comprends pas d'où vous sortez qu'il est gay. Peut-être bi, si ça vous fait plaisir, mais je sens pas trop ça. À nouveau, hein, peut-être qu'il y aurait pu y avoir quelque chose entre Jill et Jay, le peu qu'on a vu, mais étant donné qu'on ne montre pas. Donc, ouais, faites-vous vos idées dans vos têtes si ça vous fait plaisir. Moi, je le ressens pas comme ça. De toute façon, c'est pas comme si ça aurait porté grand-chose qu'il soit gay ou pas. Par rapport à ça, hein. Je pense pas que le fait d'être gay vous rend automatiquement un meilleur personnage. Désolé, hein, ça marche pas comme ça pour moi. Sinon, mais bon, rien de plus à dire. Nous avons ensuite... Comment elle s'appelle déjà? Uma. Je suis pas super fan d'Uma une partie du temps parce que c'est un peu le stéréotype du personnage qui veut se la jouer. Regardez-moi, je suis trop spécial, je suis à part, je suis plus classe, plus cool que vous, et j'ai jamais été fan de ces personnages-là. Ces personnages qui se donnent un genre parce que oh, je suis noir donc je suis plus cool. C'est un peu ce truc que ça renvoie, quoi, dans son caractère. Et quand elle est appuyée comme ça, j'en ai rien à foutre. Que ce soit pour ces petites crises de rivalité avec Mal, ou lorsqu'elle essaye de se faire valoir, j'en ai rien à foutre d'elle à ce niveau-là. Par contre, lorsqu'on met en avant ses motivations sans aller dans ce genre de caractère très typé, très stéréotypé, j'ai envie de dire, elle est intéressante. Intéressante dans le sens où elle essaye de bien faire, elle essaye de mettre en place une situation qui arrangerait un petit peu tous les siens. Vraiment, elle essaye d'approcher la méthode de Ben de façon plus brute de décoffrage. Et lorsqu'elle s'ouvre un petit peu aux concessions qu'on lui propose, il y a quelque chose qui est assez joli de sa part. Voilà, j'apprécie la fin de Descendants 2, qui est certainement mon passage préféré de toute la saga, lorsque Ben s'ouvre à elle, et lorsqu'elle n'arrive pas à accepter tout de suite ça, parce que c'est difficile d'accepter une main qu'on vous tend après toute une vie à vivre dans un monde où c'est un peu le chacun pour soi, il faut batailler. Ce genre de choses, c'est très bon. Hein, on l'appuie malheureusement pas souvent. Et souvent c'est mon caractère t'a vu, quoi, je suis pas fan de ça. Mais lorsqu'on appuie vraiment ses motivations et comment elle les perçoit, comment elle les ressent, elle peut avoir des moments très sympathiques, très touchants. Donc ça vaut pas tout à fait A, mais c'est un personnage qui fait partie du positif dans l'absolu. Ouais, je dirais par là. Ensuite, nous avons Audrey. Ah, je suis désolé pour les fans, mais j'emmerde ce personnage. Hein. Dans le premier film, c'est le stéréotype de la tyran de l'école qui juge au-dessus de tout le monde et ça est bien fait pour sa gueule lorsqu'on lui pique son petit ami. Et on appuie absolument que dalle, et je dis bien et que dalle, de ce fameux coup du mariage arrangé qu'il y aurait eu entre elle et Ben. On contredit même ça à un moment donné avec une certaine discussion de Belle et la Bête.
On appuie absolument que dalle, ce qui fait que le drame à la con qu'on appuie dans le troisième film, qui n'a pas été filé dans le deuxième, ça aurait été cool de le filer, histoire de dire que ça sort pas de nulle part, ça sort donc de nulle part dans le troisième film, et ça la fait passer pour une garce qui veut se venger parce qu'un bouhou, on lui a pas donné ses poneys. À peu de choses près, c'est ça. Elle va super loin, elle fait des conneries. On appuie de façon assez appuyée que c'est pas juste l'influence des objets magiques qu'elle prend qui la rendent aussi connasse. C'est vraiment ses propres actions et à la fin, on est censé lui pardonner. Oh, parce qu'elle s'est laissée emporter. Elle a failli foutre tout le royaume dans la merde, mais c'est pas grave, on lui pardonne. Pour faire passer une espèce de pseudo-morale de merde, pour amener à ce que tout s'arrange à la fin en mode conte de fées moisi pour gamins de 5 ans. Ce que n'a jamais été Disney. Les films animés Disney n'ont jamais été du conte de fées moisi à ce point. Hein. Ça a quand même une bonne partie du temps essayé de faire une réflexion un petit peu plus poussée que ça. Donc je suis désolé, hein, c'est de la merde. Hein. Elle appuie tout ce qui va pas dans la résolution du troisième film, et déjà dans le premier film, je la supportais pas. Donc voilà, c'est le pire. Enfin, pas tout à fait, puisque je pense que je la préfère légèrement à Chad. Ah, c'était quoi l'idée de ce type? C'est le jock de service. Le mec un petit peu sportif et connard du bahut qui n'évoluera pas. Pourtant, à la fin, on essaye de dire qu'il est de tout cœur avec tout le monde lorsqu'il fait ce petit pouce levé de merde dans Descendants 3. Il n'évoluera pas. Son humour est chiant et plat et j'en ai rien à foutre de lui. Donc merde, j'emmerde Chad, totalement. J'ai rien de plus à dire. Nous avons donc nos 5 héros principaux, nos 5 protagonistes, hein, qui sont présents du début à la fin et de façon beaucoup plus prononcée. En commençant par Carlos. Attendez, son acteur est mort? Ça veut dire, est-ce forcément direct? Oh, quelle démagogie! Non, évidemment, je le trouve pas très intéressant. C'est vraiment la fin du B pour moi. Il n'a pas de développement particulièrement fort, même si son caractère, sa personnalité n'ont absolument rien de problématique, mais n'ont rien de marquant non plus, quoi. C'est la bonne patte, j'ai envie de dire. Hein, son arc dans le premier film, je le trouve sans intérêt. Oh, j'apprends que les chiens, ça peut être mignon. Ah, mais ça va loin. Dans le deuxième film, il a juste sa romance avec Jen, dont j'en ai rien à secouer. La romance post-là, je m'en bats les couilles totalement. Et dans le troisième film, il sert à rien. Il sert absolument à rien. Donc, ouais, il a quasiment aucune importance, aucun rôle notable dans les résolutions, ce qui fait que je m'en tape de son personnage vraiment. Et les seuls bons points qui font qu'il est en B, mais vraiment B-, c'est que dans le deuxième film, il brille un petit peu en donnant des conseils à Mal et en appuyant un petit peu le passé qu'ils ont et ce que ça représente. C'est son moment de gloire, et ce moment de gloire qui vaut un petit peu quelque chose pour pas que ce soit juste le C du moyen. Parce que je leur dis, tout le reste du temps, c'est un personnage acceptable sans plus. Il a ces petits moments où il participe, où il a ses conseils à donner qui valent un petit peu quelque chose, qui fait que, allez, il vaut un tout petit peu plus que c'est. Pas des masses, mais un tout petit peu plus. Nous avons ensuite Jay, qui est très intéressant dans le premier film, et dont j'en ai un peu rien à foutre dans les films 2 et 3. Donc on va dire comme Carlos qui vaut B, je vais mettre un tout petit peu au-dessus de Carlos. Voilà, il est sympathique dans l'idée de comprendre que la force ne réside pas toujours dans le fait d'être contre les autres, mais avec les autres, et c'est ça qui me plaît dans son développement dans le premier film. C'est le plus intéressant après Mal. J'ai envie de dire même devant Mal. Mal, c'est tellement classique et du vu et revu. C'est le plus intéressant à ce niveau-là. Mais j'avoue que dans les films 2 et 3, il n'y a pas grand-chose qui en ressort, honnêtement. Donc, ouais, j'en pense pas grand-chose de lui dans les films 2 et 3, mais dans le premier film, c'est un des meilleurs points, donc je le compte, je le compte. Nous avons ensuite Evie, qui, je pense, c'est mon deuxième personnage préféré, et je vais la mettre en A, celle-là, voilà. C'est celle qui est le plus intéressante, celle qui est le plus impliquée à chaque fois.
on appuie son implication. Dans le troisième film, moyennement, j'en ai un peu rien à foutre d'elle dans le troisième film, mais dans le premier, dans le deuxième film, elle est très intéressante dans cette idée d'appuyer qu'on est défini par ses parents autour de Mal. Entre elle et Mal. Et dans le second film, sa relation avec Doug prend plus de place et ça fait plaisir de voir ça. Et son lien avec son passé, notamment par rapport à Java, et comment elle ressent un petit peu ce besoin de ne pas se détacher de ses origines est quand même assez touchant. J'avoue qu'elle passe très bien à ce niveau-là. Après, pas exceptionnel, faut pas exagérer, elle a des moments un petit peu con-con, elle. Faut dire ce qui est dans le premier film un petit peu. Et dans le troisième film, je trouve qu'on a un peu trop torché sa relation avec Doug en disant que ça n'avait pas progressé alors que ça avait clairement progressé dans le deuxième film. Et ouais, elle servait plus trop à grand chose. Malheureusement. Mais bon, dans le troisième film, ces trois-là, ils servent à rien, quoi. Si on est là pour soutenir, on appuie un tout petit peu des petits trucs, mais on s'en fout un peu royalement de ces personnages, quoi. Ils sont là pour soutenir, on n'a rien à raconter de plus sur eux. Sauf pour faire régresser un truc qui avait déjà bien progressé dans le film précédent, quoi. Donc, ouais, le troisième film n'aide vraiment pas à appuyer ces personnages-là. Nous avons ensuite Ben, qui est mon personnage préféré. Voilà, j'aime beaucoup son approche, ses ambitions, son esprit d'initiative et d'ouverture qu'il fait preuve dans les trois films, même le troisième un petit peu moins. Le troisième, une fois de plus, on force un peu le trait, mais son esprit d'initiative dans les films 1 et 2 est très bon, le fait qu'il essaye vraiment de s'ouvrir à Uma, le fait qu'il vraiment ose aller jusqu'à prendre la décision qui aidera à réunir un petit peu les peuples sur le long terme, vraiment en y allant par à coup. C'est une chose qui me plaisait bien et qui a totalement été défoncée dans le troisième film malheureusement. On y va par petites bribes quoi. On va pas se dire ah tiens allez tout le monde d'un coup. Non non, petit à petit pour voir si ça marche et pour essayer d'arranger les choses, j'aime beaucoup ça. C'était très intéressant. Hein. Je trouvais vraiment que c'était le plus attachant, le plus rattachable des personnages dans sa mentalité dans les deux premiers films. Il me plaît beaucoup pour ça. Après, dans le troisième film, c'est un peu le toutou de Mal qui obéit bêtement à ce qu'elle décide, donc j'avoue que ça n'a pas grandement arrangé. Oui, sa transformation était juste ridicule hein, pour ce qu'elle a apporté en plus. Enfin bref. C'est un peu dommage qu'il soit pas parti sur la meilleure note, mais vraiment il a bien démarré et c'est facilement un des personnages les plus attachants que cette franchise a pu faire pour moi. Ensuite nous avons le gros morceau Mal. Alors elle souffre d'un problème que j'ai à déplorer dans pas mal de sagas qui ont énormément de personnages, c'est-à-dire que tout doit être centré sur elle. On doit toujours rapporter les choses à elle, comment elle perçoit les choses, comment ça l'affecte. Et lorsque elle est mise un tout petit peu dans le pouvoir décisionnaire, c'est elle qui prend les décisions, c'est elle qui décide et tout le monde se range derrière elle. Notamment dans le troisième film, c'est particulièrement gonflant. Et ce genre d'attention exacerbée, ça m'a toujours gavé. Il y avait quelque chose de très similaire aussi dans la série Glee autour de la chanteuse principale qui tenait absolument à ce que la couverture revienne toujours à elle. C'est un peu le même problème ici, sauf que c'est les films qui tiennent absolument à insister sur le fait que c'est elle qui doit être mise en avant à chaque fois. Et c'est franchement dommage parce que le plus est l'ennemi du bien pour moi. À moins de rendre votre personnage ultra complexe psychologiquement parlant, ça tue un petit peu la bonne manœuvre du déroulé scénaristique de tout apporter à ce personnage. Et c'est un petit peu ce qui la plombe pour moi. J'irais pas dire que je déteste le personnage, je le mets en P. Plus B- que B+, je le mets en B quand même, parce que je trouve que là, il y a des développements intéressants dans ses considérations. Des fois, elle les prend trop vite, surtout dans le deuxième film, par exemple, où elle se décide « Tiens, non, je peux pas rester là, oh, ma place n'est pas ici !» Mais elle a certaines considérations qui sont intéressantes par rapport à son statut et le pont qu'elle essaye de créer à certains moments. Ce qui l'amène à prendre des décisions débiles aussi lorsqu'elle veut se hâter, ne serait-ce que dans l'épisode 3, le film 3, évidemment, mais une fois de plus, le film 3 plombe énormément de trucs pour moi.
Mais je peux pas nier qu'elle a ses moments assez intéressants, étant donné que tout se centre sur elle, c'est clair et net que quand il y a des bons moments, il faut bien que ça tombe sur elle de temps en temps. Cette espèce de besoin qui a été, je pense, mieux appuyé avec Evie, d'accepter ses origines et d'essayer de faire progresser les choses comme ça, c'est quand même plutôt bien fait dans les films 1 et 2. Le film 3, pas trop, malheureusement. Voilà donc ma liste, c'était assez court, ça fait plaisir. Une fois de plus, ça demandait beaucoup moins de boulot qu'autrefois. Et je pense pouvoir dire, j'en ai à peu près terminé avec Descendants. À nouveau, hein, vraiment peut-être dans un cas exceptionnel, je pourrais m'attaquer à la série animée rapidement, mais pas plus quoi. Hein, ouais, pour terminer rapidement, on va essayer de faire un petit topo rapide si j'ai bien fait ça dans l'ordre. Donc, oui, mes deux personnages préférés dans cet ordre-là, c'est Ben et Evie. Et en B, qui je préfère dans le lot? Ouais, Harry ou Matt? Ça joue entre ces trois-là, je dirais. Ouais, je vais mettre Mal. Harry, Uma, Doug, Jeff. Oh non, je vais mettre Jay avant Doug et puis Carlos. Voilà. Voilà, vous avez mon top 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Mon top 8 de mes personnages préférés de Descendants. Ça aurait pu être plus court, vous plaignez pas. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour dans 2 mois la prochaine tier list sur une série qui sera plus longue à traiter, je pense. Mais bon, c'était cool, hein, ça m'a permis de souffler un petit peu. J'espère que ça vous aura plu. À très bientôt. Bye.